Donc, alors, qui est Patrick Marchand? Patrick a commencé sa carrière dans le recrutement et dans la gestion de carrière. Il y a 15 ans, il s'est intéressé et il s'est formé au coaching dans les plus prestigieuses institutions avec des mentors de renom dont il va vous parler. Donc, il est coach depuis lors. Et puis, il est coach de haut potentiel, de manager, de cadre supérieur au sein de grands groupes en France et aussi à l'international. Quelles sont ses expertises? Ses expertises sont le coaching de leadership et également le coaching de résilience. Alors, je vais te laisser la parole. On va mener une interview ensemble, si tu le veux bien, Patrick, Très bien. sur cette thématique de la résilience. Et je vais commencer par te demander, toi qui es coach depuis 15 ans environ, comment tu as développé cette expertise sur ce domaine de la résilience et principalement, je crois, en environnement professionnel. Et tout d'abord, comment on peut définir, comment on peut s'entendre sur ce concept de résilience, parce qu'il a été relativement galvaudé, je dirais, en tout cas beaucoup utilisé dans ce domaine professionnel. Oui. Bienvenue, Patrick. Merci Raphaël. Tout d'abord, merci de m'accueillir et je suis ravi d'être présent avec vous pour parler de ce sujet qui est vraiment extrêmement intéressant. Alors, l'étymologie du mot résilience vient du mot latin ressalir, qui veut dire rebondir. Et c'est vrai qu'on l'utilise dans de nombreux domaines. Alors, on l'a beaucoup utilisé dans les sciences physiques, puisqu'on dit qu'un métal est résilient quand il reprend sa forme initiale après un choc. En agriculture aussi, on utilise beaucoup le mot résilient quand on parle de la nature qui reprend ses droits après un incendie. Et en psychologie, bien sûr, en psychiatrie, grâce à Boris Cyrulnik, que tout le monde connaît, et qui a depuis de nombreuses années vulgarisé le concept, la résilience est la faculté de se relever après un traumatisme et de reprendre un développement normal. La réalité, vous savez bien, c'est que nous sommes tous confrontés à des environnements complexes, en changement et en réorganisation, et que toutes ces situations entraînent de la déstabilisation, de la fatigue, du stress, de la surcharge mentale, voire de l'épuisement professionnel. Et la résilience peut vraiment nous aider à être plus équilibrés dans ces contextes difficiles. Et nous allons parler de la résilience. Et avant de parler de la résilience, je voudrais dire qu'en entreprise, en fait, on ne doit pas parler de traumatisme. Nous allons principalement parler d'une aptitude à maintenir notre équilibre, c'est-à-dire à la fois de la performance et du bien-être dans des situations difficiles ou de crise. Alors, c'est exactement ce que Boris Cyrulnik dit avec sa fameuse citation que vous connaissez, c'est la résilience, c'est de naviguer dans les torrents. La bonne nouvelle, c'est que finalement, la résilience, c'est un état que chacun d'entre nous peut acquérir et développer. Et je vais tenter de vous montrer, au travers de mon intervention, comment vous pouvez développer votre propre résilience. Alors, avant que je démarre sur ce thème-là, ce que je voudrais avant tout, c'est partager ma conviction. C'est que nous avons tous en nous toutes les ressources nécessaires pour évoluer, pour progresser et finalement nous adapter aux situations difficiles que nous allons traverser. Alors justement, sur cette thématique de la résilience, de quels moyens, selon toi, disposons-nous pour la développer, cette résilience? Oui. Alors Raphaël, il y a beaucoup de choses à dire sur comment faire pour développer sa résilience. Je voudrais d'abord évoquer 3 points sur lesquels nous pouvons avoir, nous, un impact. Et ensuite, je vous parlerai de plusieurs leviers qui peuvent aussi nous aider à développer notre résilience. Alors, les 3 points que je vais développer sont le faire, c'est-à-dire ce que nous faisons et comment nous le faisons. C'est notre système de valeurs et c'est le sens. Alors, quand nous sommes confrontés à ces états de stress, de surcharge mentale, voire d'épuisement professionnel, la première chose, à mon avis, à faire serait de nous mettre dans notre zone d'excellence, c'est-à-dire une zone dans laquelle finalement nous sommes le meilleur dans ce que nous faisons et c'est une zone dans laquelle nous faisons ce que nous savons bien faire et nous aimons faire quelque chose. Le fait de nous mettre dans cette zone d'excellence va vous donner en fait de l'énergie et va nous permettre de redonner confiance finalement dans ce que l'on fait. On se rend compte assez rapidement que les personnes qui sont en difficulté sont des personnes qui sortent de leur zone de confiance. C'est-à-dire ce sont des personnes qui ont du mal à déléguer, qui ont un niveau d'exigence très élevé, souvent qui embrassent trop de sujets
et parfois qui ont du mal à dire non. Et il est important de prendre conscience de cet état de fait et de nous demander si finalement ce que nous faisons, c'est écologique pour moi. Écologique, ça veut dire, est-ce que c'est bon pour nous en tant que personne? Alors, si l'on rencontre des difficultés, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, cela provient souvent de nos drivers. Les drivers, ce sont des injonctions que nous avons entendues quand nous étions enfants et qui vont influencer toute notre vie d'adulte. J'imagine que vous avez déjà dû en entendre, vous les connaissez sans doute. Ils sont au nombre de 5. C'est soit fort, soit parfait, dépêche-toi, fais plaisir, fais un effort. Donc ce sont des messages qui sont parfois conscients, mais la plupart du temps, c'est complètement inconscient. Et nous les retrouvons aussi dans des injonctions que l'on se donne parfois, qui sont il faut, tu dois. Alors, autant ces drivers sont aidants et très utiles dans des situations nominales, autant en situation de changement, de réorganisation, tout simplement de surcharge de travail, eh bien, ils risquent de devenir vraiment pour nous des handicaps. Je vais prendre 2 exemples. Avec le soi fort et le fait plaisir. Alors, le soi fort, c'est une personne qui est par nature très persévérante et très déterminée. Et c'est d'ailleurs ce qu'on apprécie chez un leader et chez un dirigeant. Par contre, en situation de stress, eh bien, il risque de devenir intransigeant avec lui et avec ses équipes, et aussi d'oublier complètement, de négliger complètement l'écoute de ses émotions. Le fait plaisir, qui est un autre driver, lui, c'est une personne qui en général est très attentive aux autres, il est bienveillant, mais en situation de stress, il risque de s'oublier totalement et d'être dans l'incapacité de dire non. Petit à petit, il va accepter toutes les tâches qu'on va lui confier et il va finalement s'épuiser physiquement et psychologiquement. Alors pourquoi est-ce que je prends ces 2 exemples? J'aurais pu parler des autres, mais tout simplement parce que ce sont les 2 profils qui sont les plus à risque au burn-out. Le soi fort, parce que eh ben, tout simplement, il fait partie des personnes qui sont les plus engagées et donc qui ne ménagent pas leur effort et donc ils vont finalement travailler jusqu'au bout. Et le fait plaisir, parce qu'il fait partie des personnes qui ont souvent le moins confiance en eux. Alors, il y a quelques questions simples finalement à se poser pour ces 2 types de profils, mais c'est sans doute aussi vrai pour les autres. C'est est-ce que c'est écologique pour moi de travailler 10 heures par jour ainsi que le week-end, mais ça vaut aussi pour le soi parfait. Et est-ce que c'est écologique d'accepter toutes les missions que l'on me donne et que l'on me confie pour le fait plaisir? Sans doute pas. Alors, c'est en prenant justement conscience de ces phénomènes et c'est en se posant ces questions, qui sont encore une fois souvent inconscientes, que l'on peut inverser, que l'on peut commencer à inverser le courant et que l'on peut amener petit à petit finalement notre manière de travailler, fonctionner de manière différente, de manière à ce que ce soit plus écologique pour nous. Voilà sur le premier point qui est le faire. Second point très important, c'est nos valeurs et notre système de valeurs. Alors, notre système de valeurs, c'est un petit peu comme notre colonne vertébrale. C'est ce qui nous permet de tenir droit, de nous tenir debout. Et il est très important de regarder si ce que vous faites et si l'environnement dans lequel vous êtes est en adéquation avec votre système de valeurs. Par exemple, si vous avez une valeur partage ou une valeur transmission et que vous travaillez dans un environnement individualiste, voire égoïste, cela risque d'avoir un impact très négatif sur vous à un moment ou un autre. Et donc, il y a une chose qui est fondamentale à comprendre, c'est que votre système de valeurs doit être respecté. Et plus vous le respecterez, et plus vous vous respecterez vous-même. Et plus vous vous respecterez vous-même, et plus vous pourrez développer votre résilience. Voilà. Et donc, le travail ici, en fait, il est relativement assez simple. En tout cas, quand on se fait accompagner, eh bien, c'est de reconnaître et d'identifier son système de valeurs. C'est-à-dire de savoir ce qui est important pour vous et d'arriver à le mettre en place. Et plus vous le respecterez, eh bien, plus vous allez ressentir des émotions positives comme la joie, la fierté et peut-être même un sentiment d'accomplissement ou de réalisation de vous-même. Par contre,
moins vous respecterez votre système de valeurs et moins vous vous respecterez vous-même. Petit à petit, vous allez vous sous-estimer et bien évidemment, vous allez être de moins en moins résilient. Par exemple, pour éclaircir un petit peu ce que je dis, si vous avez par exemple une valeur courage, ce sont des valeurs qui sont assez fréquentes, et que lors d'une réunion, par peur de votre manager ou par peur de réaction, vous dites oui alors que vous pensez non. Vous risquez petit à petit de perdre confiance en vous et de perdre en estime de vous-même. Voilà. C'est pour ça qu'il est très important d'être au clair sur votre système de valeurs et de faire en sorte de s'y accorder. C'est-à-dire en fait d'être cohérent entre ce que vous êtes et ce que vous faites. Je dis souvent que quelque part, il faut arriver finalement à honorer les valeurs qui sont les vôtres. Il y a un autre point aussi qui est très important à avoir à l'esprit et qui nous permet de développer notre résilience, c'est le fait que notre système de valeurs peut évoluer au fil du temps. Alors, il évolue de manière générale, mais ce que je veux vous faire passer comme idée, c'est que vous pouvez le faire évoluer par vous-même. Nous pouvons en effet changer l'ordre et la priorité de nos valeurs en fonction des événements que nous vivons. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, j'ai accompagné une personne qui avait comme valeur première l'engagement. Alors, c'était une personne qui avait un poste à forte responsabilité et qui avait une énorme charge de travail. Et en faisant le travail de hiérarchisation, alors, comment on fait ça? On note sur des petits bouts de papier toutes les valeurs, donc il peut y en avoir par exemple une dizaine, et puis après, on les hiérarchise de la valeur la plus importante à la valeur la moins importante. Voilà. Et donc en faisant ce travail de hiérarchisation, finalement, elle s'est rendue compte que sa valeur engagement était en première position, mais que sa valeur santé était en 7e ou en 8e position. Donc elle était finalement la dernière des valeurs dont elle s'occupait. Et finalement, elle a compris grâce à ce travail-là que c'était la raison pour laquelle, finalement, elle était complètement épuisée et proche de burn-out. Et en prenant conscience de ça, en prenant conscience que finalement, elle ne respectait pas sa valeur santé, ça la mettait dans une situation physiquement vraiment très difficile, elle a finalement décidé de remettre sa valeur santé en toute première position. Et c'est ce qui lui a permis finalement de s'autoriser à prendre la décision de s'occuper d'elle et de prendre soin d'elle. Et notamment, c'est quelqu'un qui me disait je m'occupe tout le temps des autres, je prends toujours les choses en charge. Et une des premières choses qu'elle a été faire, c'est qu'elle a été faire chez son coiffeur. Et quelques temps après, quand je l'ai revenue, elle était très heureuse. Au moins, elle s'est occupée d'elle. Voilà. Donc, on peut avoir une action très, très évidente sur notre système de valeurs pour développer notre résilience. Alors peut-être Patrick, juste une question Oui. avant d'aborder ton troisième point. Donc moi j'ai compris que le premier point c'était le faire qui regroupe et le domaine d'excellence et les appétences. Que Oui. le deuxième point c'était les valeurs et que le troisième point que tu vas aborder s'intéresse au sens. Mais alors quelles sont les trois valeurs ou les 5 valeurs qui reviennent le plus souvent parmi les personnes que tu accompagnes? Alors c'est difficile de donner 3 ou 5 valeurs puisque nous sommes tous extrêmement différents. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de chacun d'entre nous. Par contre, ce que je constate et ce dont je me suis rendu compte, c'est que en faisant ce travail de hiérarchisation avec mes clients, c'est qu'il y avait parfois un déséquilibre entre les valeurs qui sont orientées vers le travail, comme par exemple l'engagement, le sens des responsabilités, l'exigence, et les valeurs qui sont tournées vers eux, comme par exemple le respect de soi, la bienveillance ou la valeur santé, comme dans l'exemple précédent. Et donc, sans doute, Raphaël, que là, l'une des pistes de réflexion sur le niveau des valeurs est d'arriver à trouver le bon équilibre entre les valeurs que je nommerais de performance, dont on a besoin bien évidemment dans nos activités, dans nos postes, mais en même temps, un équilibre avec des valeurs que j'appellerais prendre soin de soi, et qui là sont nécessaires et indispensables aussi pour notre épanouissement et notre équilibre personnel. Voilà. Le troisième point que je veux aborder maintenant, c'est le point du sens.
le sens. Alors, je sais que cette année, dans les journaux, on a énormément parlé du sens. On a parlé beaucoup de la résilience et on a beaucoup parlé du sens. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le sens, c'est extraordinairement important. Alors, je voulais vous donner une métaphore que sans doute vous devez connaître, qui est la métaphore du tailleur de pierre. C'est une belle métaphore. C'est un jour une personne qui passe devant un monument, il y a 2 ouvriers qui taillent des pierres, et il constate que il y a parmi ces 2 personnes, il y a un ouvrier qui a l'air un peu démotivé, qui taille de la pierre, et à côté une autre personne qui fait exactement la même chose, mais qui là est complètement radieux, lumineux, et il a l'air vraiment heureux dans ce qu'il fait. Et donc la personne se rapproche de la première personne, et lui demande: mais que faites-vous? Et l'ouvrier lui répond: je taille des pierres. Et il va ensuite près de l'autre ouvrier, il se rapproche de lui et il lui demande: mais et vous, que faites-vous? Et il lui dit: moi je construis une cathédrale. Voilà. C'est ça la puissance en fait du sens. C'est un niveau d'abstraction extrêmement puissant. Et c'est donc en visualisant la cathédrale et en pensant à tout ce que la symbolise pour lui finalement, que l'ouvrier et l'artisan va trouver en lui les ressources nécessaires pour accomplir son travail. Vous voyez que le sens est un levier extrêmement puissant et c'est une grande source d'énergie. C'est l'énergie du futur, du possible, de l'énergie vers quoi nous voulons tendre. Le sens, si je devais le résumer en quelques mots, c'est le pour quoi et le pour qui. Ce n'est pas le pourquoi, parce que le pourquoi, c'est le passé. Ici, c'est le pourquoi. Donc, c'est le futur, en fait. Et il y a dans ce pourquoi et ce pour qui une notion très importante d'altruisme. Tu le disais tout à l'heure, Raphaël, dans les différentes commissions, vous allez parler de l'altruisme. Oui, le sens, en fait, c'est surtout dessiné pour les autres, finalement. C'est pas seulement pour soi, mais c'est beaucoup pour les autres. Et c'est quand on va s'occuper des autres que l'on va trouver en soi une énergie très importante. Et chacun, finalement, doit trouver son propre sens. Trouver le sens est essentiel pour chacun d'entre nous. Et c'est d'autant plus important aussi dans les périodes qui sont difficiles, bien évidemment. Ça l'est pour nous et pour vous en tant que personne, mais ça l'est aussi pour vous en tant que manager ou dirigeant et pour vos équipes. Alors, à ce sujet, je me suis beaucoup inspiré de Viktor Frankl, que vous connaissez, je vais vous en parler tout à l'heure. Et Viktor Frankl, il cite beaucoup Nietzsche, et j'adore cette citation qui dit: celui qui a le pourquoi peut vivre avec n'importe quel comment. Pour mémoire, Viktor Frankl est un psychiatre qui est né en 1905 et qui a survécu à 4 camps de concentration, notamment Auschwitz. Et il créa la logothérapie, donc la thérapie du sens. Je ne sais pas si l'histoire est vraiment réelle, mais je me souviens avoir lu que Viktor Frankl était au bord de l'épuisement, à 2 pas de la mort, quand il a pris conscience que s'il mourait, il ne pourrait pas témoigner de l'horreur de ce qu'il avait vécu pendant cette période des camps de concentration. Et c'est cette envie de témoigner, finalement, qui est devenue le sens de sa vie. Et c'est ce qui lui a permis de trouver la force en lui et de se relever et de survivre aux conditions les plus extrêmes. Voilà. Donc on voit bien que le sens, encore une fois, il a une notion d'altruisme. Là, c'est chez Viktor Frankl, c'est le domaine de la transmission. Dans un autre registre, mais dans la même idée, Boris Cyrulnik, très jeune, a donné un sens à sa vie en essayant de comprendre comment des personnes, à la fois des Français et bien évidemment des Allemands, avaient pu commettre autant d'atrocités pendant la guerre. Et c'est en se posant cette question qu'il s'est intéressé à la psychologie, à la psychiatrie, et qu'il est devenu le neuropsychiatre mondialement connu qu'il est. Le sens, il peut être différent en fonction de chaque personne. C'est un niveau d'abstraction qui est très personnel. Il peut être propre à chacun d'entre nous.
il peut être orienté sur notre famille, sur nos proches, sur notre équipe, sur notre entreprise, sur des niveaux encore plus larges qui sont par exemple l'écologie, la planète. Voilà. Mais c'est à vous de le trouver. Et Romain Gary citait vous ne pouvez pas attendre que la vie vous donne un sens, c'est à vous de la trouver. C'est une injonction très forte quand il dit ça. Mais c'est vrai que ça nous donne à nous finalement la liberté de prendre le propre chemin que l'on veut emprunter et pas celui d'un autre. Pour vous donner un exemple, à titre plus personnel, le sens que j'ai donné à mon travail a profondément changé. Quand j'ai commencé, tu l'as dit Raphaël, il y a à peu près 25 ans à travailler dans le domaine du recrutement, mon sens à ce moment-là, c'était d'aider les personnes à trouver leur place. Quand je me suis mis à faire du coaching professionnel, il y a maintenant 15 ans, le sens de mon travail était de développer le potentiel de mes clients. Et puis, il y a maintenant environ 3 ans, suite à une étape très difficile dans ma vie personnelle, le sens de mon travail est passé de développer le potentiel de mes clients à développer la résilience de mes clients dans leur environnement professionnel. Vous allez me dire, c'est pas si différent que ça. Mais en fait, c'est vraiment extraordinairement différent. Ça précise véritablement la direction dans laquelle on veut aller. Enfin, et pour conclure sur ce sujet, je dirais que le sens, même s'il est bien évidemment orienté sur le futur, le demain, eh bien, ne doit pas se résumer à un idéal abstrait. Il doit au contraire s'incarner réellement dans le concret de tous les jours. C'est pour ça que j'aime beaucoup la très belle citation de Gandhi, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et en conclusion, sur ces 3 points que sont le faire, les valeurs et le sens, je dirais que ce qui est important, c'est de mettre en cohérence ces 3 niveaux qui sont le sens, les valeurs et le faire. Et plus vous serez en cohérence, plus vous serez en adéquation finalement, nous en coaching on dit aligné avec ces 3 niveaux-là, et plus vous serez effectivement résilient et vous pourrez développer votre résilience. Voilà. Alors, en prenant conscience de ces 3 axes de réflexion qui sont donc le faire, les valeurs et le sens, tous ces axes que tu as développés, qu'est-ce qu'il nous apporte quel levier il nous apporte pour progresser en termes de résilience? Oui, alors, il y a effectivement beaucoup de leviers. Alors, tout à l'heure, je voulais quand même rappeler l'environnement difficile, l'environnement professionnel dans lequel nous sommes, puisqu'on est dans un environnement professionnel aujourd'hui. Et je voulais rappeler qu'effectivement, beaucoup de personnes sont aujourd'hui dans des situations de stress, de fatigue et de surcharge mentale. Et je voudrais d'abord dire quelque chose à ce sujet-là. La première chose à faire quand on se trouve dans ce type de situation, c'est d'être bienveillant avec soi-même. Bienveillant, ça veut dire accepter et reconnaître que l'on est fatigué, que l'on est épuisé, que l'on ne peut plus. Le pire serait de s'en vouloir et de se culpabiliser. Et ce serait alors ce que j'appelle la double peine, c'est j'ai mal et en plus je me fais du mal. Ensuite, accepter, je sais que c'est un terme qui n'est pas extrêmement bien compris, mais accepter, ce n'est pas renoncer. Accepter, c'est juste, au contraire, prendre un temps pour soi, constater un état particulier de fatigue, de stress, un moment momentané pour lequel on peut trouver une solution. Il y a autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que tant qu'on n'accepte pas, on ne change pas. Et si on n'accepte pas, on reste dans le déni. Et donc, si on est dans le déni, on n'a aucune possibilité de changer quoi que ce soit dans nos situations. Donc, c'est important, effectivement, d'accepter. Et dans ces moments de difficulté, il me paraît nécessaire de s'occuper de soi. Et je constate que c'est parfois difficile pour un bon nombre d'entre nous.
Il y a une autre métaphore que j'aimerais bien vous livrer, c'est la métaphore du masque à oxygène. Elle est assez connue parce qu'on en parle souvent. Quand il y a une dépressurisation dans un avion, et quand les masques à oxygène tombent, les mamans qui ont un enfant ont le réflexe de mettre le masque à oxygène sur le visage de leur enfant. Et c'est tout à fait naturel. Mais si vous voulez aider les autres, eh bien, il faut en premier lieu par s'occuper de soi. Parce que si vous ne pouvez plus respirer, si vous n'avez plus d'oxygène, eh bien, vous ne pourrez pas vous occuper de votre enfant. Voilà, donc il faut en premier lieu, commencer par s'occuper de soi. Alors, il y a plusieurs leviers sur lesquels nous pouvons effectivement agir. Le premier, il est évident, c'est la santé. C'est un point très important. Je vais aller assez rapidement dessus, mais c'est quand même essentiel. Je vous rappelle que l'OMS recommande qu'entre 18 et 64 ans, il faudra avoir au minimum 150 minutes d'activité sportive d'intensité modérée toutes les semaines pour se maintenir en bonne santé. Bon. Nous devrions aussi avoir un sommeil adapté entre 6 et 8 heures. Et voilà, nous devrions aussi faire attention à notre alimentation qui devrait être équilibrée parce qu'on sait très bien que dans des périodes de stress, de fatigue, on mange plus mal et on prend moins de temps pour déjeuner. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Et puis bien évidemment, nous devrions aussi, dès que nous nous sentons peut-être dans un état différent dans lequel nous sommes habituellement, peut-être aller voir un médecin et pourquoi pas non plus un psychologue. Alors, comment développer, c'est ta question Raphaël, comment développer finalement notre résilience? Il y a un point qui me paraît absolument essentiel, c'est voire capital, c'est le fait de se sentir entouré. Boris Cyrulnik, d'ailleurs, lui-même, quand il parlait du traumatisme et de l'après, il disait qu'il y avait 2 points qui étaient absolument essentiels. C'était 1, retrouver un nouveau sens à sa vie, et 2, de se sentir entouré. Voilà. C'est d'autant plus important pour les personnes à responsabilité, qui sont dans cette fameuse solitude du dirigeant, dans laquelle on peut se sentir isolé rapidement. On sait très bien, et les études le montrent, que quand il y a trop d'isolement, il y a un risque de rupture, et un risque de rupture brutale. Et donc, cette dimension de la relation, elle est primordiale. Il est nécessaire de trouver un espace auprès de qui vous allez pouvoir entourer. J'ai trouvé dernièrement un article de Boris Cyrulnik que je vais vous lire. Et en plus, je trouve qu'il a écrit toujours merveilleusement. Et il dit la pire agression, c'est la carence affective. Et il nous dit téléphonez, parlez, faites des déclarations d'amour, car la vraie substance qui stimule le cerveau, c'est la relation affective. Et il termine par on peut agir sur une relation de manière à agir sur le cerveau. Le vrai tranquillisant du cerveau, c'est la relation affective. Voilà. Alors, pour nous qui sommes tous dans des situations difficiles, compliquées, de stress, il y a une question ou 2 questions à se poser, c'est quelles sont les personnes auprès de qui vous pouvez vous ressourcer et partager ce qui se passe pour vous. Et là, ce sont des personnes, vous allez trouver des personnes qui vont vous donner de l'énergie. Et l'autre question, c'est quelles sont les personnes que vous devez momentanément, dont vous devez momentanément vous éloigner. Voilà, parce que ce sont des personnes qui vous prennent de l'énergie. Alors, parfois, on n'a pas toujours la chance d'être entouré. Moi, j'en parlerai tout à l'heure, mais j'ai eu cette chance-là. Et il m'est arrivé aussi d'être tout seul. Et quand on est tout seul, eh bien, il peut être vraiment important de se faire aider par un mentor. Un mentor, pour moi, c'est quelqu'un qui est plus qu'une personne. C'est une sorte de guide qui nous inspire et qui est un exemple pour nous au travers des qualités et des valeurs qu'il représente pour nous. Et si le mentor, en fait, n'est pas là, comme le sont nos amis, notre famille, il n'est pas là à côté de nous, eh bien finalement, ce mentor peut être vraiment réellement dans nos pensées et il peut nous apporter le soutien dont nous avons besoin.
Je vais vous livrer mon expérience personnelle qui est qu'à une période particulière de ma vie, je me suis beaucoup inspiré de Nelson Mandela. C'est un mentor, je pense que beaucoup de personnes ont utilisé. Et je me souviens très bien avoir lu et relu de nombreuses reprises, des dizaines et des dizaines de fois, le fameux poème Invictus de William Ernest Henley, qui se termine par la phrase « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Pour moi, ces phrases, elles ont été extrêmement importantes car elles m'ont montré un exemple à suivre. Et je me suis dit que si Nelson Mandela avait réussi en fait à tenir dans des conditions aussi extrêmes, son exemple me montrait que moi aussi, quelque part, je pourrais, à mon niveau, bien sûr, sans doute y arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, quand je dis je pourrais, là j'ouvre quelque chose de très très important aussi, dont je n'ai pas parlé auparavant, qui est le niveau des croyances. On touche ici une dimension essentielle de notre mental, qui sont nos croyances personnelles. Vous savez, on en a plusieurs. Je veux parler des croyances aidantes. On en a 6. Je peux, je le veux, je le vaux bien, je suis capable, je le mérite, ça vaut le coup. Et quand je dis effectivement je pourrais, à mon avis, je pourrais faire comme lui, eh bien, quand je dis ça, j'ouvre une brèche à toutes les croyances limitantes que nous avons tous en permanence, toutes ces croyances qui nous empêchent d'avancer, qui sont je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne le vaux pas, je ne le mérite pas, ou ça ne vaut pas le coup. Vous savez, toutes les croyances que nous avons dans notre tête dès qu'il y a un changement. Voilà. Et en activant ces croyances positives, eh bien, on va pouvoir commencer à faire quelque chose que l'on n'avait pas fait et peut-être aussi que l'on ne s'autorisait pas. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est assez fréquent quand un champion qui détient un record dépasse ce record, et bien derrière, quelques semaines après, il y a 2 ou 3 personnes qui eux aussi en fait dépassent ce record. C'est tout simplement parce que ils se sont autorisés finalement à faire la même chose et ils ont développé la croyance que c'était possible. Et donc, utiliser un mentor, c'est une manière extraordinairement puissante de se faire aider et de développer des croyances positives. Et à titre personnel, son exemple de courage, moi, m'a donné la force nécessaire pour pouvoir affronter la situation dans laquelle je me trouvais. Et j'adore sa citation, que vous connaissez peut-être, hein, qui dit en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Voilà. Tu vois, Raphaël, ça, c'est bien relié aussi par rapport à l'idée d'altruisme dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Je vais essayer d'avancer pour ne pas être trop long. J'espère que vous êtes, je vois tous regarder la caméra, donc je vois que vous êtes toujours encore avec moi. Autre levier, nos émotions et nos pensées. Alors, Anne-Claire Figuet parlera tout à l'heure des émotions. Moi, je vais plutôt parler un petit peu des pensées. En ce qui concerne nos émotions et nos pensées, vous savez qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir des émotions comme on ne peut pas s'empêcher d'avoir des pensées. Et on compare souvent notre esprit à un chaudron brûlant, en ébullition, et toutes ces bulles qui sortent de cette marmite sont des pensées. Et certaines de ces pensées nous emmènent soit dans le passé, et parfois, malheureusement, elles sont associées à des émotions de remords, de regret, et puis d'autres pensées, elles nous emmènent dans le futur avec leur lot d'inquiétude ou de peur, de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Et c'est ce que nous appelons des ruminations, ou autrement dit, le bavardage des pensées. Alors, toutes ces ruminations, je dis rumination parce que c'est difficile à dire, c'est rumination, ou tout ce bavardage des pensées, nous épuise parce que finalement, notre cerveau dépense beaucoup d'énergie à être dans le temps du futur ou dans le temps du passé, mais c'est-à-dire notre cerveau est dans des temps dans lesquels nous ne sommes pas physiquement. Et c'est pour ça que finalement,
nous sommes épuisés, et en plus des peurs, des émotions qui s'ajoutent à tout ça. Alors, tout le travail pour éviter ça, il consiste tout simplement à prendre conscience de ces ruminations ou de ce bavardage des pensées et de se concentrer tout de suite sur notre esprit et sur quelque chose de concret. Alors, par exemple, ce que je peux vous proposer tout simplement, puisque vous êtes ici en face de nous, c'est juste de prendre le temps de respirer par le nez et de prendre conscience des sensations que vous ressentez quand vous inspirez et de ressentir bien les sensations que vous ressentez à l'intérieur des fosses nasales. Et vous allez vous apercevoir que quand vous respirez et quand vous vous concentrez sur ces sensations de vos fosses nasales, vous ne pensez pas au futur, vous ne pensez pas au passé. Vous êtes vraiment dans le temps présent. C'est ce que Christophe André appelle l'ici et le maintenant. Pour mémoire, Christophe André, c'est l'un des chefs de file des thérapies comportementales et cognitives en France. Il a été l'un des premiers à introduire l'usage de la méditation de pleine conscience en psychothérapie. Voilà. Donc, l'importance de la respiration est primordiale. Et lui, d'ailleurs, il conseille aux personnes de faire pendant la journée 3 pauses pendant lesquelles vous allez juste penser à réfléchir, à penser. Enfin, c'est pas à réfléchir, à penser, pardon, c'est à respirer. 3 pauses de quelques minutes juste pour respirer et juste pour revenir dans l'instant présent. Voilà. Alors, je parle beaucoup de méditation. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que je suis absolument convaincu, pour l'avoir testé par moi-même, que la méditation est sans doute l'un des outils les plus puissants que l'on connaisse aujourd'hui pour nous aider à dépasser le stress de nos pensées. Et les techniques de respiration, la méditation de pleine conscience nous permettent encore une fois d'ancrer notre esprit et d'être dans l'instant présent. Et c'est ce que l'on appelle finalement l'ici et le maintenant. Voilà. Et c'est grâce à cela que l'on va pouvoir trouver le calme et la sérénité dans notre esprit. Voilà, Raphaël, ce que je voulais dire sur les approches que nous utilisons au sein d'Actantia Exécutif pour développer la résilience de nos clients en entreprise. Voilà. Merci, merci Patrick de ce petit exercice de cohérence cardiaque, je crois, Ouais, finalement. il y a un peu de ça. 3 fois par jour, vous avez entendu, 2 à 5 minutes, ça fait baisser le niveau de stress Je en respire. méditation ou en auto-hypnose, comme vous le souhaitez. Merci de ce témoignage qui est passionnant. Je pense qu'on peut donner, si vous avez des questions, on peut donner l'audience enfin, la parole à l'audience. Vous posez vos questions dans le chat ou ouvrez votre micro. Le temps que vous lanciez vos questions, moi j'avais une première question sur ce qui t'a fait développer ces techniques finalement. Est-ce que c'est professionnel, personnel, d'où vient Oui. cette approche pour toi? D'accord. Alors, effectivement, Raphaël, tu sais, ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je travaille sur les sujets du leadership, du potentiel et de la résilience. Et j'ai construit un modèle de résilience sur la base de mon expérience personnelle de résilience. Et donc, cette expérience que j'ai vécue, je l'ai modélisée. En fait, pendant 8 ans, mon épouse a été malade d'une longue maladie et on est parti malheureusement à la suite de cette longue maladie. Et pendant ces 8 ans, eh bien, je me suis auto-coaché, en fait. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur moi afin de pouvoir tenir le coup et de pouvoir bien évidemment rebondir suite au décès de mon épouse. Et donc, j'ai travaillé beaucoup sur moi et j'ai mis en place de nombreuses approches, des stratégies. Et tout ce dont je vous ai parlé, en fait, je me le suis appliqué à moi-même en me le mettant en place concrètement. Voilà. Et en parallèle de ce travail, eh bien, j'ai beaucoup approfondi ce sujet de la résilience avec les meilleurs spécialistes en la matière, que sont Boris Cyrulnik et Viktor Frankl, et des personnalités très connues comme Christophe André, et aussi beaucoup Carl Rogers, qui est un des psychologues les plus importants du XXe siècle et qui a beaucoup contribué à l'essor du coaching professionnel dans le monde.
Voilà. Et j'ai construit ce modèle et je l'utilise aujourd'hui pour accompagner en coaching des cadres supérieurs et des dirigeants qui se trouvent dans des situations de stress, de surcharge mentale, d'épuisement professionnel, mais ça peut être aussi toute situation difficile ou de crise. Voilà. Merci Patrick. Il y a une première question de Mylène. Oui. Mylène, souhaites-tu la poser? Ou souhaites-tu que je la pose pour toi? Oh, oui, je peux. J'avais désactivé mon micro et la vidéo, donc je remets tout. Non, c'était juste quand vous avez parlé de Nelson Mandela, vous parliez d'un mentor comme si c'était juste une figure à laquelle se référer, éventuellement un concept qui peut avoir donné. Alors que pour moi, un mentor, c'était vraiment quelqu'un qui vous accompagnait, je vais dire physiquement, c'est quelqu'un qu'on choisissait et qui va vous aider, plutôt que juste une figure connue. C'était juste une précision que je voulais avoir sur le rôle du mentor exactement. Le mentor, c'est un terme de coaching en fait que l'on utilise. C'est un terme de coaching, voilà. Mais vous avez raison. Après, il y a le mentor que vous connaissez, qui est un expert, qui va vous aider. Si vous êtes directrice de la communication, ça va être un ancien directrice de la communication, voilà. Mais nous, en coaching, on utilise le mot mentor comme une figure qui nous inspire et qui reflète pour nous les valeurs effectivement que l'on souhaite développer. Ça peut être n'importe quelle personne, ça peut être la personne que vous choisissez et qui est importante pour vous. Voilà, vous allez chercher au travers de cette personne des éléments dont vous avez besoin. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, tout à fait. Donc en fait, c'est vous qui vous la choisissez, donc c'est une personne. Absolument. Vous êtes propre, défini tout seul, quoi. Absolument. Chacun s'entoure des mentors. Dernièrement, j'ai coaché un directeur et lui qui faisait du bateau, son mentor, c'était Eric Tabarly. Voilà. Et il lui reconnaissait des capacités d'endurance, de ténacité. Voilà. Et donc, quelque part, en ayant ces mentors en référence, finalement, petit à petit, vous vous associez finalement aux qualités ou aux valeurs qui sont les siennes. Oui, c'est un modèle en quelque sorte. Comment? C'est un modèle en quelque sorte. Exactement. Exactement un modèle. Exactement. C'est un modèle. Merci Mylène. Il y a une autre question de Valérie Mérion. Je ne sais pas si tu es encore avec nous, si tu souhaites poser ta question. Donc la question de Valérie. Oui, je mets le micro. Bonjour. Bonjour. Oui, ma question était la suivante. Après une crise ou un trauma, on est souvent au plus bas. Et il s'avère que on peut soudainement, les énergies peuvent être révélatrices de changements positifs, des énergies insoupçonnées et insoupçonnables. Et la découverte du moi peut devenir presque le meilleur ami et le meilleur soutien pour se relever de ce trauma. Est-ce que c'est un leurre ou pour vous c'est véritablement générateur aussi dans certains cas d'énergie et de résilience? Alors, je ne sais pas très bien ce qu'il y a derrière la notion du moi, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a un moment où, et ça a été mon cas, je me suis posé la question de qu'est-ce que je fais? Et j'ai trouvé en moi l'énergie, effectivement, de rebondir, de me relever. Et effectivement, on est obligé de se reconnecter en fait à nos valeurs les plus intimes, notre personnalité la plus intime, et nos qualités les plus fortes. Donc on va utiliser effectivement le meilleur de nous-mêmes pour se relever. Parce qu'en fait, c'est la vie ou la mort en fait. Vous avez deux options finalement. Quand vous avez vécu un vrai traumatisme, c'est l'un ou l'autre. Et donc c'est vrai que vous vous reconnectez à ce que vous pouvez appeler le moi. Pour effectivement rebondir. Et on parle souvent de néo-développement, c'est-à-dire que souvent après ces phases de traumatisme, on découvre un développement nouveau, tout simplement, et ça a été un peu mon cas, je dois le dire, tout simplement parce qu'on on retrouve un sens
ce qui a été mon cas, alors que j'en avais un, mais qui était plus tout à fait adapté. On s'appuie sur des valeurs et on s'appuie aussi sur ce qu'on fait. Et donc, finalement, on retrouve un alignement beaucoup plus pertinent que ce qu'il était auparavant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais oui, effectivement, et j'entends ça très souvent, les personnes, effectivement, se sentent plus fortes après un traumatisme, en tout cas celles qui commentent, hein, celles qui partagent, qu'auparavant. Et je dois dire que pour moi, ça a été le cas. Très honnêtement, c'était une surprise. Hein. Très honnêtement, c'était une surprise et je ne m'attendais pas, personnellement, à pouvoir rebondir de la sorte. C'est pour ça que j'ai après écrit un livre, mais on va en parler. Merci Valérie de ta question et tu sais de quoi tu parles. Pierre-Marie, tu avais une question, je crois. Est-ce que tu souhaites la poser? Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. C'est passionnant. Merci. J'étais suspendu à vos lèvres. Donc, merci. Et j'aime bien le rapport au système de valeurs et le sens. Et la question que je me pose, parce que je l'ai rencontrée dans ma vie d'accompagnement des autres, c'est justement cette incohérence par rapport à ces valeurs profondes et le monde du travail dans lequel on est, soit parce qu'on est dans un environnement d'un mauvais management pour pouvoir aller jusqu'à du harcèlement, soit parce que les notions de bienveillance et de respect de la personne humaine au travail ne sont pas là. Et donc, on peut avoir fait identifier qu'il y a un vrai sujet de désaccord par rapport au système de valeurs. Très bien, on peut avoir fait cette analyse, mais le monde du travail dans lequel nous vivons fait que tout le monde n'a pas toujours la possibilité de changer de job facilement pour se protéger. On peut avoir des charges de famille lourdes qui font que, je vais vous donner une petite livraison de cas personnels, on découvre un jour qu'on n'est plus un homme libre puisque on a des charges importantes et on ne peut pas quitter comme ça. Et donc, ma question, elle est simple, c'est qu'une fois qu'on a fait le constat et qu'on essaie de se mettre en accord avec son système de valeurs, dans tout endroit, soit on voit les choses négativement, soit on finit par trouver, même dans l'endroit où on peut souffrir, des points positifs pour durer, pour trouver le temps de changer, puisque ça ne se fait pas comme ça, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Même si on a pris la décision de changer, on ne trouve pas un nouveau job aussi facilement. Oui, absolument, absolument, vous avez raison. Et là, peut-être, il faut effectivement essayer de voir l'aspect positif des choses en attendant des jours meilleurs, effectivement. Et ne pas rester seul, par exemple, et trouver autour de soi d'autres personnes, voilà. Ne pas être seul face à la difficulté. Voilà, je pense que c'est vraiment le point le plus essentiel. Vraiment, dans tout ça, c'est on a besoin d'être entouré, on a besoin de partager, on a besoin de se confier, et c'est grâce aux autres, finalement, que l'on va pouvoir se relever des situations difficiles dans lesquelles on se trouve. C'est pour ça que j'insistais beaucoup tout à l'heure sur le fait d'aller voir un médecin, d'aller voir un psychologue, parce qu'il y a un moment où, effectivement, on a besoin de parler. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas changer notre système mental tout seul. Hein. C'est Einstein qui disait il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui nous aide à le faire bouger. Hein. Et donc, on a besoin de l'autre et il est essentiel. Voilà. Merci pour votre remarque. Merci. Je vous propose de poser une dernière question à Patrick avant de donner la parole à Anne-Claire. On va parler de ton livre, Patrick. Peut-être que tu peux nous en parler. On a un visuel, d'ailleurs. C'est un livre sur la résilience qui sort très bientôt. Je crois que c'est fin avril. Fin avril, début mai. Mais écoute, merci. Je suis à la fois très touché et puis très ému parce que oui, c'est un livre que j'ai écrit sur mon parcours personnel de résilience pendant le premier confinement. Donc, c'est un livre extraordinairement intime, personnel, dans lequel je livre, je suis le plus authentique possible sur les différentes étapes de mon parcours de résilience. Et j'ai senti effectivement le besoin d'écrire tout ce que j'avais vécu pour ne rien oublier, à la fois
le meilleur et le pire, et aussi pour avoir en mémoire toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Et c'est ce livre qui m'a permis, à la suite de ce que j'ai écrit, effectivement, de modéliser mon expérience. Mais ce que je voulais avant tout, en fait, c'était partager, témoigner de mon parcours. Je ne sais pas qui est-ce qui disait toute expérience humaine qui n'est pas réellement partagée n'a pas de valeur. Pour moi, c'était important de transmettre ce message à travers ce livre parce que honnêtement, je ne pensais pas pouvoir me relever de la situation que j'avais vécue. Et pour moi, écrire ce livre, c'était montrer à toute personne que finalement, eh bien, nous avons tous en nous des ressources très importantes que nous pouvons même mettre en œuvre quand nous en avons plus besoin. Voilà, donc c'est un livre qui se veut vraiment un livre d'espoir et extrêmement optimiste en fait sur notre nature humaine et sur notre capacité à rebondir des situations difficiles. Voilà. Et il va sortir, comme tu l'as dit, effectivement, Raphaël, fin avril, début mai. Et son titre, je l'aime bien en fait, hein, c'est celui que j'ai choisi dans cette nuit noire, je te montrerai mon soleil. Voilà. Merci Patrick, un grand merci, bravo. Voilà, merci infiniment.